bien, alors merci, bonjour à tous, merci d'être là pour cette première table ronde sur les transports. Vous allez le voir pendant cette table ronde, la mue numérique des transports ne date pas d'hier. En revanche, l'apparition de nouveaux acteurs, de nouveaux modes de consommation des transports, l'autopartage, le covoiturage aussi, pousse les acteurs du secteur à se réinventer en permanence. En parallèle, on a aussi les acteurs de la ville qui doivent accepter de adapter ces nouveaux modes de consommation, justement, de gérer intelligemment le trafic et d'accompagner les citoyens dans leur désir de mobilité. Alors, comment est-ce qu'on peut agir sur ces nouveaux usages? On va essayer d'y répondre aujourd'hui avec nos intervenants. Mais tout d'abord, je vais laisser la parole à Laurent Giette, qui est directeur associé de McKinsey et qui va nous présenter un petit peu les opportunités et les défis du numérique dans les transports. Laurent. Quand j'étais adolescent, ma mère me disait toujours « Tu ne montes pas dans la voiture de quelqu'un que tu ne connais pas ». Que s'est-il passé en 20 ans? Comment se fait-il que beaucoup de gens acceptent dans la voiture d'un parfait inconnu, avec Uberpop pour aller dans le centre de Paris, ou pour faire un covoiturage entre Paris et Marseille? Comment se fait-il que les gens acceptent de laisser la clé de leur appartement à des inconnus avec une location Airbnb? La mobilité est le cas parfait d'un secteur en forte mutation et en rupture. Des ruptures à la fois technologiques et des ruptures de comportement et de business model. Bonjour, je suis Laurent Gillet, un des directeurs associés du bureau de Paris de McKinsey en charge du secteur automobile. La mobilité est un sujet passionnant que je traite depuis plus de 15 années chez McKinsey avec mes clients dans le transport et dans le marché automobile. Aujourd'hui, nous allons regarder quand la mobilité s'est fondamentalement révolutionnée autour de deux ruptures, les ruptures technologiques et les ruptures de comportement et d'usage des consommateurs. Avant de nous lancer dans un panorama de quelques exemples concrets de ces ruptures, juste un rappel de quelques chiffres sur le marché de la mobilité. Le marché de la mobilité est un marché important au niveau mondial qui est en forte croissance. Rupture technologique ne veut pas dire marché en déclin, bien au contraire. Aujourd'hui, le marché de la mobilité au niveau mondial est un marché de 4 000 milliards d'euros, répartis entre les constructeurs, les assureurs, les fournisseurs d'énergie, les transporteurs, les agences de voyage. En France, chaque année, un ménage dépense à peu près 10 000 euros pour ses dépenses de mobilité. C'est le deuxième poste de dépenses des ménages après l'alimentaire, après les logements, et ex aequo avec l'alimentaire. Si on prend nos voisins européens, les Allemands et les Anglais, la mobilité est déjà le deuxième poste de dépenses des ménages. Vous me direz qu'il peut avoir un aspect culturel ou culinaire sur les ménages anglais, mais je ne vais pas aller jusque-là. Le principal vecteur de la mobilité reste bien entendu la voiture. La voiture dans laquelle nous passons en moyenne 50 minutes par jour. Mais que faisons-nous pendant ces 50 minutes par jour, au moment où les voitures deviennent de plus en plus sophistiquées, vous apportent de nouveaux services, le parking automatique ou la conduite assistée sur autoroute à longue distance. Du temps va donc être gagné dans ces activités de déplacement et donc comment allons-nous l'utiliser pour nos déplacements en termes de loisirs ou en termes professionnels. Le parallèle avec Internet est intéressant parce qu'en moyenne, un internaute surfe 50 minutes par jour sur son ordinateur. Imaginons que 5 minutes, c'est-à-dire 10% du temps passé en véhicule, soient monétisés comme sur Internet. Ceci représenterait un marché de 25 milliards d'euros au niveau mondial. On retiendra de cet exemple que la mobilité, c'est bien plus que se déplacer du point A à un point B, c'est aussi utiliser le temps de déplacement. Les prévisions donnent une forte croissance du marché de la mobilité. Prenons quelques chiffres pour illustrer cela. La demande de mobilité, d'ici 30 ans, va doubler. C'est-à-dire le nombre de personnes transportées dans le monde va doubler d'ici à 2050. Le nombre de véhicules en circulation est aujourd'hui de 1 milliard. En 2030, il sera de 4 milliards de véhicules dans le monde, c'est-à-dire 4 fois plus. Ceci tiré par deux éléments principaux. D'un côté, la forte croissance du marché chinois et d'autre part, la croissance économique en Afrique où il existe un énorme marché du véhicule d'occasion. Mais cette forte croissance va aussi entraîner des problèmes à résoudre.
Prenons deux exemples, la congestion urbaine. Et dans le cas de Paris, en 2030, le coût de la congestion urbaine sera l'équivalent de 19 milliards d'euros, rien que pour la ville de Paris. C'est un chiffre astronomique. Et la pollution, on prévoit un doublement des émissions de CO2 d'ici à 2050. Comme on peut le voir dans la Silicon Valley, résoudre un problème du monde est rêver pour un entrepreneur. Et de ce fait-là, comment est-ce que les entrepreneurs, comment est-ce que les entreprises françaises vont tirer profit de ces opportunités et aussi essayer de résoudre ces problèmes? Je vous propose de regarder l'impact du numérique à l'œuvre autour de 4 exemples. Les nouveaux acteurs du numérique, la multimodalité communautaire, les nouveaux modes de possession des véhicules et finalement le big data. Le numérique permet l'entrée de nouveaux acteurs. Prenons un exemple qui est encore très connu et qui a fait la presse toute cette semaine, la société Uber. Uber a pour but de révolutionner le monde des taxis dans le monde. À l'origine, c'est une start-up de San Francisco. Ce qui est intéressant, c'est que sa vocation est vraiment mondiale. Alors, qu'est-ce que Uber aujourd'hui, en quelques chiffres? La première chose, c'est que Uber double son chiffre d'affaires tous les 6 mois. Le chiffre, moi, qui m'impressionne le plus, c'est que tous les mois, Uber recrute 50 000 chauffeurs dans le monde. 50 000 chauffeurs. Uber a déjà aujourd'hui en France plus de 1,5 million d'utilisateurs. Uber, au-delà de disrupter le marché, change aussi les règles du jeu. Et de ce fait-là, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard dans la table ronde, on voit que des sociétés comme la société G7 a forcément changé son mode de service. L'application G7 que les gens connaissent, le niveau de service que vous avez avec G7. Par exemple aussi, il peut créer du marché. Le marché des transports de personnes a été multiplié par 4 à Los Angeles depuis que la société Uber y est présente. Ce qui est intéressant dans ces exemples, c'est que l'on voit que le numérique crée de nouveaux acteurs qui font des disruptions fortes dans les business models. Et d'autre part, que les évolutions réglementaires en fait, sont à la traîne par rapport à ce que le business est en train de créer. Deuxième exemple. Le numérique essaie aussi de répondre à des problèmes créés par la croissance de la mobilité. Et ici, je vous propose de prendre 2 exemples d'applications. L'application Waze et l'application Moovit. L'application Waze a été lancée en 2010 en France. C'est une sorte, on va dire, de Google Maps bien améliorée. Parce que ici, ce sont les utilisateurs qui déclarent les accidents, les problèmes de trafic, les travaux sur la route. Et donnent au total un meilleur résultat qu'une application qui est basée uniquement sur la collecte des données via votre téléphone cellulaire. Et donc, en fait, c'est une création d'un réseau, et ce réseau crée l'intelligence qui permet de donner une meilleure solution à la mobilité. Prenons la société ou l'application Moovit. Moovit est une start-up israélienne à l'origine et qui a pour but de vous aider dans votre voyage multimodal. C'est-à-dire que Moovit est capable de vous dire à la descente de la gare de Lyon quel couloir prendre, quel escalator, quelle sortie pour trouver votre bus ou votre Uber. Donc, au travers de ces 2 exemples, on voit que le numérique permet de donner des solutions concrètes pour aider à la croissance du marché de la mobilité et des personnes. Parlons maintenant de la voiture. La voiture reine, symbole de liberté depuis l'après-guerre, symbole de mobilité. Si on regarde un peu froidement la voiture, on pourrait lui trouver 3 sources d'inefficacité. La première, c'est que une voiture reste immobilisée 356 jours pleins par an. Ça veut dire qu'elle ne se déplace que l'équivalent de 9 jours par an. Le reste du temps, elle est sur une place de parking. Les pertes d'énergie du moteur à explosion sont de l'ordre de 80%. Et finalement, je pense que c'est un chiffre qui est assez impressionnant, c'est que 95% des accidents sont d'origine humaine. Bien entendu, par rapport à cela, les entrepreneurs essaient de trouver des solutions et de résoudre ces inefficacités. Prenons les 3 exemples. Le premier, les solutions offertes par l'autopartage et le covoiturage, avec la société Blablacar, dont on aura l'occasion de parler plus tard dans cette table ronde, qui a aujourd'hui, je regardais hier, mais j'imagine que les chiffres ont déjà augmenté, 10 millions d'utilisateurs dans 14 pays. Les voitures électriques, avec le succès de Tesla. Tesla est une société qui a été créée en Californie et qui est vraiment la première marque créée en Amérique du Nord automobile depuis plusieurs années. Et d'ailleurs, si vous voulez commander votre Tesla,
En gros, si vous commandez aujourd'hui, vous serez livré en juillet 2016. Tesla est en train de construire une usine pour fournir 1 demi-million de véhicules par an. Et finalement, le véhicule autonome avec la Google Car qui va révolutionner le transport des personnes. Ce qu'il faut retenir dans ces exemples, c'est qu'à l'horizon 10 à 15 ans, c'est-à-dire 2 cycles produits pour l'industrie automobile, l'offre automobile va être radicalement différente de ce qu'on connaît aujourd'hui, en termes de services de mobilité, de possession des véhicules et d'électrification des véhicules. Finalement, allons sur le big data. Le numérique génère une masse de données. Et donc, comment va-t-on traiter ces données? Et c'est les solutions apportées par le big data qui sont le traitement de masse des données. Je vais vous donner 2 exemples intéressants et que nous vont comprendre, parce que c'est un domaine assez technique. Le premier, c'est le boulevard connecté de Nice, qui a pour but de collecter toutes les données de circulation et, par exemple, peut vous donner, via votre application, l'endroit où vous allez trouver une place de parking. Alors, pourquoi est-ce que c'est important pour Nice? Parce qu'à Nice, 25% des voitures en déplacement dans la ville sont à la recherche d'une place de parking. Donc vous imaginez le gain si on peut trouver une place de parking beaucoup plus rapidement. L'autre application que je veux vous montrer ici, c'est l'application Nomi de British Airways. Et cette application a pour but de collecter toutes les données qui existaient sur les 20 millions de clients de British Airways. Et donc, via cette application, British Airways est capable de vous dire si vous êtes avec votre famille, vous préférez être sur le siège près de la fenêtre. Si vous êtes seul en loyant courrier, vous voulez être plutôt sur le couloir, etc. Aussi, British Airways utilise Google Images afin de reconnaître ses clients les plus loyaux, donc les clients qui ont plus d'1 million de miles sur leur compte. Et comme ça, le personnel navigant, les fameux PNC, peuvent en fait reconnaître les clients les plus fidèles de British Airways. Nous venons de voir que le numérique est une des forces majeures à l'œuvre dans le marché de la mobilité, avec l'émergence de nouveaux acteurs, la multimodalité communautaire, les nouveaux modes de possession des véhicules et par exemple le big data. McKinsey a mené une étude autour des différents secteurs industriels en France et essaie de comprendre quel était l'impact du numérique autour de 5 grands thèmes. Je pense qu'ici, je vais m'attarder juste sur 3 de ces thèmes qui me semblent importants dans le secteur de la mobilité. Le premier, comment répondre à l'entrée de nouveaux acteurs? Quels sont les nouveaux business models? Comment faut-il créer des partenariats entre, quelque part, l'ancienne économie et la nouvelle économie? Deuxième grand thème, quelles sont les offres et les développements de produits numériques? Comment va-t-on avoir des offres différenciantes par rapport à ce qu'il existe aujourd'hui? Finalement, comment entreprendre la transformation numérique des entreprises? On voit bien que dans le transport et dans la mobilité, c'est tout le service client, la relation client qui était profondément modifiée. Donc comment est-ce que ceci va continuer à évoluer et aussi quels impacts pour les gens, les talents au sein de ces entreprises? Je conclurai cette brève introduction en prenant un peu de perspective sur le futur de la mobilité. Non seulement des personnes, mais aussi de nos activités de la vie de tous les jours. Nous entrons dans une nouvelle phase du numérique sur la mobilité, ce que certains appellent déjà la vie mobile. Alors qu'est-ce que la vie mobile? Aujourd'hui, finalement, on vit toujours dans l'idée que les activités de la vie se déroulent à un lieu fixe. On étudie à l'école, on travaille au bureau, on se soigne à l'hôpital. Or, en réalité, le transport, jusqu'à présent, c'était on se déplace d'un point A à un point B. Le futur va être très différent, parce qu'on voit bien avec les nouvelles technologies, ce sont les activités elles-mêmes qui vont entrer en mode mobile. Et de ce fait-là, comment va-t-on réagir? Comment va-t-on trouver des activités qui vont se réaliser à des moments ou à des temps pas forcément prévus ou pas forcément prévisibles? Et de ce fait-là, les lieux de notre vie vont être impactés. Et quels sont les 2 lieux les plus importants de la vie mobile? C'est la voiture et les transports collectifs. Donc on voit qu'en plus que d'assurer une mobilité de plus en plus de personnes dans le monde, il faudrait aussi assurer la mobilité des activités. Et donc la vie mobile, je pense, est une opportunité intéressante pour les acteurs du numérique dans le futur. Je vous remercie. Merci Laurent. Pour commencer le débat, j'accueille Brigitte Courtehoux de PSA Peugeot Citroën, Frédéric Mazzella de Blablacar et Franck Gervais de voyagesncf.com.
Le savoir-faire de l'entreprise Lair réside dans la conception et la fabrication de remorques agricoles de grand volume. En 2005, la société souhaite lancer une remorque très polyvalente et très innovante, car dite à essieu mobile, une première du genre. Une remorque qui pourrait transporter des charges plus lourdes au moyen de tracteurs moins puissants. La solution sera apportée par l'intégration d'une électronique embarquée. Objectif, gérer automatiquement la position des essieux en fonction de la charge, qu'elle soit en mouvement ou non. Plus de sécurité à l'arrêt également, les essieux de la remorque se positionnant automatiquement vers l'arrière, évitant ainsi le soulèvement du tracteur. Autre avantage de l'automatisation du système, la simplicité d'utilisation pour le conducteur. Sur un plan technique, c'est l'électronique embarquée qui fait toute la différence. De plus, cette conception permet à un tracteur de puissance identique de tirer une charge plus lourde et de réduire à la fois la consommation et le tassement des sols. La nouvelle remorque est aujourd'hui commercialisée à la vente ou à la location. La société Lair a aussi lancé une nouvelle version et reste la seule entreprise en Europe à proposer ce type de produit. Voilà, donc vous l'aurez compris, la rupture numérique dans les transports, ça ne se fait pas seulement pour le transport de passagers, mais aussi pour le transport de marchandises. Brigitte Courtehoux, vous êtes en charge de la Business Unit Véhicules Connectés chez Peugeot Citroën. Il y a une blague assez répandue dans la Silicon Valley aujourd'hui qui consiste à dire qu'une voiture, c'est jamais rien qu'un smartphone avec des roues. Est-ce que c'est la position aujourd'hui de PSA ? Je ne savais pas que c'était une blague, mais oui, je l'ai entendu. Ça peut l'être, enfin, c'est pour le client, tout dépend de l'attente du client, donc effectivement ça peut l'être. Hein. On voit des grands écrans de plus en plus apparaître dans la voiture, avec de plus en plus le monde du consumer dans la voiture, donc on peut dire que oui. Après, il y a toujours des clients qui aiment la conduite, mais on voit bien qu'il y a des tendances qui vont vers l'usage, le besoin, l'utilité, le confort et faire en sorte que l'intérieur soit pour d'autres choses. On va aller dans le long terme vers la voiture autonome. Donc effectivement, on aura du temps pour passer du temps sur Internet et faire des choses dans la voiture. Donc on peut dire que c'est un smartphone avec des roues. Ça fait quand même longtemps que PSA travaille sur la mutation numérique des véhicules. Vous êtes passé d'une mutation plutôt axée sur la sécurité et sur l'assistance au conducteur. La deuxième étape, donc, c'est le développement de services, de contenus pour les passagers aussi. Tout à fait. Donc 2003, nos voitures étaient connectées sur ce qu'on appelle l'appel d'urgence. Donc la sécurité, c'était la première étape. Les étapes, en 2012, on a amené le monde du consumer, une partie du monde du consumer dans la voiture avec ce qu'on appelle des offres de parking, des offres, on avait Facebook dans la voiture aussi, via Michelin, le guide Michelin. Donc on a apporté un certain nombre de services dans la voiture. L'étape dans laquelle on est et sur laquelle on va continuer, donc l'étape c'est aussi d'avoir cette relation avec le client, de mieux nous occuper de notre client quand il a un problème dans sa voiture, une difficulté, une alerte technique, un besoin de maintenance. Donc on aura une relation plus forte, on commence à l'avoir et nos clients sont satisfaits. Et puis continuer à amener ce dont le client a besoin et éviter la coupure entre son quotidien. On disait tout à l'heure 50 minutes dans la voiture, donc tout le reste est ailleurs. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus de coupure et de scission entre le moment où il est en dehors, le moment où il est dans sa voiture. Et donc que tout ça soit en continuité, c'est ce qu'il vit tous les jours. Le monde du consumer, c'est ça, c'est une réelle continuité. Pendant des décennies, la force de PSA, ça a été de maîtriser l'outil industriel. Aujourd'hui, est-ce que dans l'automobile, cette maîtrise de l'outil industriel est encore suffisante pour garder le leadership vis-à-vis du client final ? Alors, je pense qu'il y a 2 points. Le premier, c'est que il y a la sécurité de nos clients. Donc, nous devons rester très forts sur ce point-là. Donc là, vous pensez plutôt au monde du consumer, au monde de la mobilité. Tout ça, ça va nous faire évoluer aussi, nous-mêmes, dans notre façon d'aborder notre client. Et on va
continuer, en tout cas pendant tout un temps, à fabriquer des voitures, à vendre des voitures. Et par contre, c'est notre façon d'aborder le client qui doit se transformer. C'est quoi le besoin? On doit partir du besoin de notre client. Si c'est un besoin d'usage, c'est ça qu'il faut qu'on lui apporte. Si le client veut avoir un certain nombre de services dans sa voiture, c'est ça qu'il faut qu'on lui apporte. Donc c'est cette transformation. Par contre, la part sécurité, qualité de nos voitures, il est indispensable qu'elle reste, avec un point important, c'est que quand la voiture est connectée, tout ça s'agrandit. Le système s'élargit et donc il faut aussi qu'on sécurise la vie privée de nos clients et la sécurité d'un point de vue risque de hacking des voitures. Donc c'est vraiment des fondamentaux que nous devons garder en tant que constructeurs. Franck Gervais, vous êtes le directeur général de Voyages SNCF. En 2013, Guillaume Pépi disait « Notre principal concurrent aujourd'hui, c'est Google ». Vous êtes, j'imagine, en tant que filiale de billetterie de la SNCF, le premier en ligne face à Google. Comment est-ce que vous vous démarquez justement aujourd'hui ? Clairement, c'est quelque chose auquel on est très sensible, très attentif. Aujourd'hui, on se démarque exactement comme le rapport tout à l'heure l'a présenté, c'est-à-dire qu'on avait coutume, on est toujours le leader d'e-commerce en France, donc on vend 80 millions de billets par an, de billets de train. Aujourd'hui, on est passé à une seconde révolution. On a eu la révolution des outils, la révolution digitale avec l'apport du mobile en particulier. Après le web, l'apport du mobile qui fait qu'aujourd'hui, on a toute l'audience, 50% de l'audience qui est sur le mobile. Mais aujourd'hui, au-delà de pouvoir tout faire en mobilité, échanger, acheter, nos clients nous disent « Je ne veux pas strictement acheter un billet de train allant d'une gare A à une gare B, mais je veux me déplacer de chez moi à mon point de destination. » Et donc notre enjeu, pour répondre à votre question, et pouvoir contrer Google en étant vraiment préféré dans le choix de la mobilité des Français, c'est de pouvoir leur proposer vraiment ce bout en bout et de leur dire il y a un train Paris-Marseille qui fait Paris-Marseille en 3 heures, mais pour rejoindre Paris, voilà les solutions, et pour aller de la gare Saint-Charles à votre point de destination, voilà les solutions. Donc l'enjeu, il est vraiment d'aller sur toute la chaîne de valeur, le pré, le post-acheminement, avec tout un tas d'éventails de solutions qui sont proposées. Vous êtes concurrents aujourd'hui tous les deux, Frédéric Mazzella, fondateur, président de Blablacar, et Voyages SNCF. Nous, du point de vue des conducteurs, on leur permet d'optimiser des places qui n'étaient pas du tout utilisées, et on leur permet d'économiser sur leurs frais de déplacement. Donc du point de vue des conducteurs, il n'y a pas du tout de concurrence. Parce que le conducteur, c'est soit il roule tout seul, soit il roule avec des gens. Après, du point de vue du passager, c'est discutable, mais il y a certains axes forcément sur lesquels les gens vont alterner entre les choix auxquels ils ont accès. Donc ça peut être du train, ça peut être du covoiturage, mais il y a aussi des choses où justement le covoiturage permet de faire du bout en bout sur des liaisons qui ne sont pas soit suffisamment existantes, soit c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des connexions. Donc il y a des trajets porte à porte en covoiturage qui sont extrêmement pratiques et qui, par des transports qui forcément sont moins capillaires, prendraient plus de temps. En même temps, la SNCF a racheté 2 entreprises de covoiturage, donc vous affrontez quand même frontalement aujourd'hui. Est-ce que vous n'êtes pas obligé, à un moment ou un autre, vous-même, de diversifier votre offre ? Alors nous, l'axe de progression de Blablacar aujourd'hui, il est très clairement international. On a une opportunité rare pour une start-up française en pleine croissance, qui est que notre activité n'existe, pour ainsi dire, pas à l'étranger, enfin quasiment pas. Donc aujourd'hui, alors je suis désolé de faire mentir monsieur de McKinsey juste avant, en fait on a 20 millions de membres et on est dans 19 pays. Il a prévenu, de toute façon. Oui, il a prévenu. Donc là, on est en pleine croissance internationale et donc c'est l'axe de croissance principale de la société aujourd'hui. On est né en France et le covoiturage marche très très bien en France. Il se trouve que dans tous les autres pays, c'est pas le cas, quasiment, à part l'Allemagne. En Allemagne, ils font du covoiturage depuis très longtemps. Mais autrement, tous les autres pays, quand on arrive, eh bien, on offre une solution qui n'existe juste pas du tout. Et donc, en fait, on a ce potentiel de croissance-là qu'on va chercher aujourd'hui. Donc, on n'est pas dans une logique de diversification aujourd'hui, mais plutôt dans une logique de croissance internationale très forte, de faire en sorte que déjà, on arrive à avoir un produit, un service global et international dans le digital, made in France. Et c'est déjà pas une mince affaire. Franck Gervais, vous aussi, l'avenir, il est à l'international ? Alors déjà, je voudrais
complètement confirmer ce que dit Frédéric. Il y a une vraie complémentarité. Il en faut pour tous les goûts, tous les modes, toutes les bourses, tous les âges. Vous avez des services concurrents quand même. Et on a des services concurrents. Et en même temps, voilà, l'offre, la richesse de l'offre est quelque chose de positif pour le client. Donc c'est quelque chose de très bien. Croissance à l'international, oui. Nous, c'est clairement aussi notre source de développement. Aujourd'hui, on fait 20% de notre marché, de notre business à l'international, c'est-à-dire des clients non français qui viennent consommer du train en France et en Europe, avec toutes les liaisons vers les grandes capitales européennes. Donc c'est 20% aujourd'hui, et c'est une croissance qui est de l'ordre de 15-20% chaque année. Donc on veut vraiment le développer. Tout à l'heure a été cité la Chine. La Chine, typiquement, c'est un marché qui est sous-représenté dans la consommation de trains en France, quand les touristes chinois viennent aujourd'hui, et dans le choix d'ailleurs de leur destination. Donc nous, on veut doubler notre trafic en Chine d'ici 5 ans. Ouais. Comment on occupe les temps morts de ces voyages? Je crois que Frédéric, le temps moyen de trajet d'un utilisateur de Blablacar, c'est 300 km, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous développez des services pour justement occuper ces temps morts? Parce qu'il y a un nouveau business à développer autour de ça. Alors aujourd'hui, non. Tout simplement pour la même raison que j'ai évoquée juste avant, qui est qu'on fait de la croissance aujourd'hui. En fait, voilà, la croissance et la diversification. Alors pour reprendre les analogies des voitures, la croissance c'est un peu l'accélérateur, la diversification c'est un peu le volant. Si vous accélérez et que vous tournez en même temps, vous prenez un risque. Plus fort que si vous tournez tranquillement ou si vous accélérez tout droit. Donc aujourd'hui, on est dans une logique d'accélération très forte. Alors nous, c'est 80% de notre croissance qui est à l'international. C'est vraiment l'axe de développement de la société. Tout ce qui est services complémentaires ou additionnels ou diversification, c'est vraiment des choses auxquelles on sait qu'on a accès plus tard, mais on ne les adresse pas aujourd'hui. Franck Gervais, vous allez développer des services justement pour permettre aux gens de réserver des films ou de réserver des films par exemple, ou d'acheter du contenu. Alors nous, ce qu'on fait, c'est déjà tout ce qui est avant-après. Donc dès qu'on peut attacher un parcours après, un hôtel après, un spectacle après, ça c'est quelque chose qu'on a lancé il y a 1 an. Tout ça, ça marche bien. Et cette notion de package où vous proposez un billet de train réduit, un spectacle à destination et puis pourquoi pas de l'hôtel, tout ça, tous ces packages marchent à fond. Donc on est vraiment positionné là-dessus. Après, sur comment occuper le temps à bord, un des gros sujets et un des gros engagements de la SNCF, ça a été notamment de mettre le Wi-Fi à bord des TGV, qui permettra vraiment à chacun de pouvoir occuper son temps en toute liberté et autonomie. C'est à quel horizon, le Wi-Fi dans les trains? Ça a été explicité, donc ça va commencer, ça va se déployer à partir de l'an prochain de façon massive. Ça existe déjà sur quelques liaisons, Paris-Bruxelles par exemple. Brigitte Courtehoux, on a parlé de covoiturage. L'autopartage, c'est un sujet qui intéresse PSA? Tout à fait. Nous avons déjà un petit service d'autopartage à Berlin. On a 250 voitures électriques à Berlin. Il y a d'autres concurrents et des gros. Il y a Car2Go qui est aussi à Berlin. On est les seuls à être 100% électriques sur Berlin. Et nous avons pour volonté, bien sûr, de développer l'autopartage. Ça fait partie des attentes clients de demain, d'aujourd'hui déjà. Et donc, nous y travaillons et c'est un point important pour nous. Dans quelle proportion est-ce que le métier de constructeur automobile va être de moins en moins justement produire des véhicules et plus garantir l'accès aux véhicules? Alors, produire des véhicules, ça le restera. Par contre, à nous de voir si notre client veut, pour ceux qui ne veulent pas posséder la voiture, d'être capable d'offrir l'usage de la voiture. Donc c'est vraiment un point fondamental sur lequel nous devons réfléchir. C'est une évolution. Il restera potentiellement des clients qui voudront posséder, et quand on ira vers la voiture autonome, il va se passer un certain nombre de bouleversements, notamment autour du sujet de la possession. Une fois que la voiture est autonome, c'est pas du transport public potentiellement, mais ça peut l'être. Donc ça peut bouleverser un certain nombre de business models, et ça fait partie des sujets sur lesquels nous réfléchissons. Et l'autopartage Made in Peugeot en France, c'est prévu? Et nous y réfléchissons sérieusement. Quid de la voiture autonome? J'imagine que vous y travaillez, vous n'êtes pas les seuls. On a parlé tout à l'heure de Google, des géants américains. Quelle est la réflexion de Peugeot là-dessus?
comme beaucoup de constructeurs, nous travaillons sur ce sujet-là et à des horizons 2020-2025. En fait, la voiture autonome, on a déjà une certaine petite autonomie. Il y a des voitures qui se garent en partie toutes seules, enfin toutes seules, vous lâchez le volant, et dire je vais faire un saut directement en 2025 avec une voiture autonome, ce n'est pas le cas. Il va y avoir des étapes de parking de plus en plus poussées, des étapes où vous allez pouvoir rouler sur l'autoroute et c'est déjà le cas sur un certain nombre de voitures. Il y a une régulation qui se fait en fonction de la voiture d'en face, des étapes où vous allez pouvoir lâcher le volant tout en gardant les yeux sur la route et petit à petit devenir totalement autonome. Mais bon, ça va marcher par étapes. Donc on verra apparaître dans les années futures des étapes de plus en plus d'autonomie sur nos voitures. Frédéric Mazzella, la voiture autonome, ce sera un concurrent de Blablacar ? Alors non, pas forcément, parce que nous, ce qui se passe, c'est quand les gens veulent se déplacer d'un endroit à un autre. Alors aujourd'hui, les conducteurs le proposent avec leur voiture, mais ils pourraient très bien se dire non, j'ai juste besoin d'une voiture pour aller de tel endroit à tel endroit, et puis les passagers, c'est la même chose. Donc en fait, nous, ce qui se passe, c'est qu'on a un moteur de recherche dans lequel vous allez chercher votre point de départ, votre point d'arrivée, et ensuite que ce soit une voiture avec un conducteur Thierry sympa avec 14 avis positifs ou une voiture autonome sympa aussi, enfin on verra ce qu'on mettra dans les voitures autonomes, ça change pas forcément complètement radicalement la chose. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des voitures avec des chauffeurs dans Blablacar, il y aura des voitures sans chauffeur. Mais une flotte de voitures Blablacar sans chauffeur, c'est envisageable ? C'est un peu tôt. Oui, mais est-ce que c'est envisageable ? Oui, mais c'est un peu tôt. Déjà, je sais pas très bien où les acheter encore. Effectivement, c'est vrai. Quels sont les freins aujourd'hui encore au covoiturage ? Alors le premier frein, c'est tout simplement la non-connaissance de l'activité. Et puis les confusions qu'il peut y avoir aussi beaucoup en termes d'usage. C'est-à-dire qu'on doit beaucoup expliquer à chaque fois qu'on va dans un nouveau pays exactement ce qu'on fait. Parce que soit on nous prend pour de l'autopartage, soit on nous prend pour du Uber, soit on nous prend pour autre chose. Et en fait, on n'est ni l'un ni l'autre. Ça va me donner l'occasion de refaire une définition de ce que l'on fait exactement. Puisque le covoiturage aujourd'hui, tel que développé par Blablacar, c'est sur des longues distances. Donc c'est 330 km en moyenne. Plus de 90% des trajets font plus de 100 km, donc on est vraiment sur du ville à ville ou bien ville à campagne, enfin en tout cas avec une desserte qui peut aller un petit peu plus loin. Et puis au niveau de tarification kilométrique, on est en partage des frais, donc les conducteurs ne font aucun bénéfice, c'est des gens comme vous et moi. La meilleure preuve, c'est qu'il y a des gens qui utilisent le système soit en tant que conducteur, soit en tant que passager, qui font les deux, il y en a beaucoup qui alternent. Donc on est vraiment dans un système communautaire d'échange et en prix au kilomètre, puisqu'on est en partage des frais par rapport à n'importe quel service de taxi auquel on pourrait comparer parfois le service, eh bien c'est 20 à 60 fois moins cher au kilomètre. Donc on n'est pas du tout dans la même logique. Le conducteur n'est pas dans une logique de bénéfice. Le conducteur partage ses frais d'essence et de péage. Voilà. Donc il y a une vraie différenciation, c'est-à-dire que dans notre service, c'est vraiment une optimisation des voitures déjà en déplacement que l'on fait et qui permettent du coup à tout le monde de bénéficier d'une solution pour se déplacer qui est moins chère que de devoir payer intégralement tout quand on est conducteur ou bien pour le passager soit de prendre sa voiture, soit de prendre parfois des alternatives de transport qui surtout en dernière minute peuvent être très très chères. Vous avez développé un partenariat avec AXA récemment. Ça montre qu'il y a aussi un problème de confiance vis-à-vis des gens avec qui on voyage ? Alors en fait, au niveau de l'assurance, comme on est justement en partage des frais, les assurances s'appliquent parfaitement au même titre que si vous étiez en voiture avec des amis ou de la famille et que vous partagiez les frais avec vos amis pour partir en vacances par exemple. Donc il n'y a aucune problématique d'assurance. Ce qu'on a voulu faire, c'est surtout par rapport notamment au marché anglo-saxon quand on est arrivé en Angleterre, où là on a eu des réactions un petit peu plus fortes, c'est-à-dire que les Anglais sont plus... le marché de l'assurance est complètement différent en Angleterre par rapport au marché de l'assurance en France, notamment parce que il y a beaucoup de churn, les gens changent d'assurance tout le temps parce que les contrats expirent automatiquement. Donc en fait, quasiment tous les ans, ou même
d'ailleurs tous les ans, je ne sais plus exactement, enfin très très souvent, ils sont amenés à rechanger l'assurance. Donc le marché de l'assurance en Angleterre est très très compétitif et donc du coup, les Anglais sont un peu des pros de l'assurance. Ils connaissent toutes les clauses par cœur et il se trouve qu'il y a une clause dans les assurances anglaises qui ne concerne pas du tout le covoiturage mais qui peut être assimilée parfois au covoiturage par certaines personnes qui lisent un peu vite, qui s'appelle Hire and Reward, qui dit que si le conducteur est bénéficiaire sur son trajet, eh bien à ce moment-là, ça annule sa police d'assurance. Donc les Anglais ont très peur de ça. Mais en fait, c'est pas le cas du tout. C'est-à-dire que l'Association of British Insurers en Angleterre a très clairement dit que le covoiturage n'entrait pas du tout dans la catégorie Hire and Reward, puisque c'est du partage des frais et qu'il n'y a pas de bénéfice du conducteur. Donc il n'y a pas d'annulation de l'assurance. L'assurance est conservée. Il n'empêche qu'au niveau communication, on sentait un déficit et on avait besoin de rassurer les gens. Donc en fait, on a beau leur dire qu'ils sont assurés, ils ont toujours dit oui, mais moi ma police, je suis pas sûr. Mais en fait, si. Et donc ce qu'on a fait, c'est que grâce à justement un partenaire comme AXA, qui est très reconnu notamment en Angleterre, mais dans plein d'autres pays évidemment, eh bien, le projet de départ, c'était de couper court à la discussion sur est-ce que je suis assuré ou pas de la part de nos conducteurs, en leur disant, bon, de toute manière, vous êtes déjà assuré, mais en plus, on va vous offrir des services en plus. Alors on couvre encore plus loin, c'est-à-dire que par exemple en France, ce qu'on couvre, c'est la franchise en cas de prêt de volant. Vous avez le droit de prêter le volant, mais enfin votre franchise peut monter. Si par exemple vous prêtez le volant à un passager et que c'est le passager qui a un accident, la franchise peut monter. Là, on fait un rachat de franchise intégral. On fait aussi une assistance pendant le trajet, qui n'est pas forcément fournie par l'assurance ou l'assistance du conducteur. Et donc là, à ce moment-là, si vous êtes en covoiturage et que vous êtes passé par le Blablacar, vous avez évidemment la couverture intégrale du trajet et donc vous êtes garanti d'arriver à destination puisque l'assistance prendra la suite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté une couche vraiment additionnelle d'assurance, mais au-dessus de l'endroit où vont toutes les assurances. C'est couvert de base, mais là on rajoute encore une couche pour être juste complètement tranquille. Et en termes de communication, notamment sur l'Angleterre, ça fait une différence. En France, ça ne fait pas trop de différence parce que ce n'était pas du tout une question. Franck Gervais, vous développez aussi des partenariats à peu près similaires pour les offres annexes au train, par exemple ? Alors oui, nous on a des partenariats existants avec Expedia sur les hôtels, location de voitures, des choses comme ça. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est ces nouveaux modes de consommation qu'on voit et alors à la fois nouveaux modes de consommation, nouveaux types de forfaits, de tarification. Donc il y a des choses qui ont été développées avec des forfaits par exemple annuels où vous payez 59 € par mois pour prendre de façon illimitée le train maintenant. Ça existe, c'est sur IDTGV, ça a été sorti il y a 2 mois, donc nouveau mode de consommation. Et puis deuxième chose qui est intéressante dans les évolutions qu'on voit, c'est l'optimisation des actifs. Donc c'est soit des places dans une voiture, soit des places dans un train. Comment à un moment donné vous pouvez optimiser le nombre de places potentiellement vides dans un train à J-2 ou à J-3. Et là-dessus il y a une vraie action assez forte côté SNCF en ce moment qui est de dire oui, il faut que des petits prix soient accessibles au dernier moment et donc on rentre dans ces nouveaux modes de consommation, d'optimisation de l'actif qui disent oui, à tout moment vous pourrez trouver quelque chose qui, en plus d'être rapide point à point, pourra être accessible à petit prix. Donc je trouve que c'est 2 choses qui sont intéressantes. Quel usage de la data ? Alors là, c'est une question un petit peu ouverte, mais quel usage de la data est-ce que vous faites au sein de vos entreprises ? Et est-ce que c'est évident ? Est-ce que c'est facile de recruter des profils de data scientist ? Brigitte Courtoux, peut-être ? Je vois bien le micro, sinon je vais échanger. On est celui-là, sinon voilà. Décidément. Nous ne cherchons pas à recruter de façon très concrète. Nous avons, dans mon équipe, très concrètement, j'ai un data scientist qui fait le travail. On travaille avec des partenaires aussi sur le sujet. Donc, quel type de partenaire, par exemple ? On travaille avec IBM, qui a des data scientists. Avec un point important, nous ne sommes qu'aux prémices, qu'au début de ces sujets-là. Donc, quel usage de la data nous aimerions faire très concrètement ? C'est mieux connaître l'usage des voitures pour améliorer la conception de nos voitures, pour améliorer la qualité de nos voitures, être capable de voir plus tôt si jamais il y a un souci, même si nos voitures sont vraiment maintenant d'un très bon niveau de qualité. Le fait de pouvoir voir tôt une information de qualité, ça permet de traiter plus tôt et donc d'éradiquer des défauts. Ça nous coûte moins cher, que ça soit moins pénalisant pour nos clients. Donc c'est un peu la route que nous aimerions suivre et donc ce sur quoi nous travaillons, c'est d'améliorer
la conception de la voiture, la qualité de nos voitures. Donc ça fait partie des usages, ça c'est un premier pan. L'autre pan, c'est la relation client, d'être capable de contacter notre client pour prendre rendez-vous avec lui parce qu'il y a la maintenance à réaliser. Et demain, de l'analyse statistique annexe, comme l'analyse du trafic routier, par exemple, parce que je crois que vous avez plus d'1 million de véhicules connectés qui circulent aujourd'hui en France. C'est des services qui peuvent être envisageables ? Tout à fait, ce sont des services qui peuvent être utiles, notamment aux villes, et donc sur lesquels nous pouvons travailler. Après, il y a aujourd'hui 1,5 million de voitures un peu plus connectées. Ramener, donc ça c'est en Europe, il y en a aussi en Chine, mais pas encore beaucoup. Ramener à des villes, ça fait encore des faibles volumes, mais comme nous allons aller avec des voitures de plus en plus connectées, oui, ça fait partie de sujets très intéressants et des services que nous pouvons offrir à nos clients. Franck Gervais, la data, ça vous intéresse et dans quelle mesure ? Oui, c'est clé. C'est clé pour bien connaître le client, ses habitudes, ses envies et en fait le précéder justement et lui favoriser cette expérience qui soit la plus fluide, la plus personnalisée. Donc l'intérêt, c'est pas du tout d'aller utiliser la data pour la revendre à je ne sais qui, mais en fait de l'utiliser nous au maximum pour pouvoir pousser les choses les plus pertinentes sur les trajets dont le client a l'habitude et de lui dire tiens, en ce moment il y a telle offre qui est pertinente ou je sais que tu es à Paris, il y a un train demain, il y a un train qui va partir dans 1 heure, tiens, est-ce que tu es intéressé par ça? Donc c'est vraiment des choses qui sont clés pour connaître à la fois ses modes de déplacement préférés, sa localisation, des choses comme ça. Sa localisation et puis tout le pré-poste, comme vous disiez tout à l'heure, avec tous les partenaires pour être intégrateur de solutions. Est-ce qu'ils préfèrent louer un vélo, louer un taxi ou louer une voiture à destination? Ça, le connaissant, on va pouvoir lui personnaliser son parcours. Frédéric? Nous, de notre côté, alors on fait de la data pour notre croissance, encore une fois, donc on utilise à peu près tous les outils auxquels on peut avoir accès pour optimiser notamment toutes nos campagnes d'acquisition et des choses comme ça. Donc ça va très très loin du moment où quelqu'un nous voit au moment où il utilise le produit. On est capable de savoir exactement quels sont les canaux qui nous ont amené les meilleurs membres. Au-delà de ça, on s'était rendu compte il y a quelques années qu'on avait une donnée que, à ma connaissance, personne n'a, qui est le trafic routier demain à 19h10, Porte-Maillot. Parce que, en fait, nos conducteurs nous disent les trajets qu'ils vont faire plus tard. Et donc, du coup, en fonction de ça, on est capable de prévoir, alors il faut faire les lois de corrélation, mais capable de prévoir quel trafic il va y avoir à 18h, à 18h30, à 19h, à 19h30 à l'avance. Alors on avait fait des petites vidéos, vous pouvez même les trouver sur internet si vous cherchez trafic covoiturage. Et ces petites vidéos très rigolotes où on voit le trafic, mais en avance, 1, 2, 3 jours à l'avance, on sait quel va être le trafic à tel endroit, à tel moment, sur la base des déclarations des conducteurs. Donc j'étais allé voir Bison Futé avec ma petite vidéo, j'étais content, je me suis dit bon, on va voir, probablement ça va les intéresser. Et puis en fait, ils m'ont expliqué, alors ils me disent bon bah ouais, mais alors vous savez, je vais vous réexpliquer l'historique. Bison Futé, ça a été créé suite à un événement en 1974 où il y a des gens qui sont restés coincés pendant 2 jours sur un National 7. Donc là, ils se sont dit bon, il faut faire quelque chose. Donc ils ont mis plein de data scientists sur le sujet. Et puis dès 76, ils savaient très très bien prévoir. Et donc ils ont dit en 76, ils ont annoncé sur les radios, sur les télés, bon, voilà, prenez pas votre voiture demain parce que voilà, ça va être une journée noire. Résultat, personne n'a pris sa voiture le lendemain, mais tout le monde l'a pris avant et après. Donc du coup, ils ont créé des bouchons avant et des bouchons après, mais pas le jour où vous avez prévu. Donc ils ont dit ah là là, on peut pas être trop précis parce que si on est trop précis, en fait, on change le futur. Donc rien que le fait de regarder le futur, ça nous fait le changer. Ça me rappelle un peu la mécanique quantique pour ceux qui en ont fait. Mais enfin, on regarde quelque chose, rien qu'en le projetant quelque part, on le modifie. Donc du coup, ils m'ont dit bon bah votre truc c'est bien, mais enfin c'est assez précis et du coup, si on le diffuse vraiment, c'est pas ce qui se passera. Donc on se retrouve avec quelque chose. Alors soit on le garde pour nous. On se dit tiens, bah nous on sait le trafic demain, alors on s'en sert, puis après à la marge effectivement ça peut être intéressant pour ceux qui ont accès à cette donnée-là. Mais si on le met sur les chaînes de télé nationales en disant voilà le trafic demain, en fait ce sera pas le trafic demain. Donc parce que les gens vont changer. Donc c'est assez paradoxal. Voilà, on ne sait pas quoi faire de cette donnée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de modèle prédictif valable pour le trafic routier. Si, il y en a, mais il ne faut pas que tout le monde y ait accès. Il faut répartir les voies de circulation. Voilà. Très bien.
Écoutez, c'est la fin de ce premier panel. Je vous remercie à tous les trois d'y avoir participé. Et juste avant d'accueillir nos 3 nouveaux panélistes, je vous propose de découvrir une nouvelle vidéo, Génie Mobile, donc, qui est une société, une start-up de développement d'applications mobiles qui permet justement aux entreprises de développer la mobilité de leurs salariés. Voilà, parce que justement, les transports, c'est aussi l'utilisation des temps morts. Voilà. Merci à tous les 3. Génie Mobile, c'est une société qui replace les acteurs traditionnels de l'informatique, le DSI, ces gens-là, au centre de la problématique mobilité en entreprise. Et nous sommes un éditeur de solutions spécifiquement sur la plateforme Android pour permettre justement au DSI de reprendre la main sur tout cet écosystème un peu sauvage de la mobilité en entreprise. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a professionnalisé Android et plus généralement la mobilité en entreprise en fournissant des solutions et maintenant une plateforme. Ce qu'on propose qui est révolutionnaire, c'est justement cette capacité de dire je veux tel type de périphérique et je veux pouvoir le tester avant. Et ça peut être un système, un smartphone, une tablette, des objets connectés, n'importe quoi. C'est une disruption dans un marché qui est établi aujourd'hui, qui leur redonne la main, qui leur redonne la maîtrise complète de leur parc mobile, comme ils avaient la maîtrise de leur parc informatique. C'est un abonnement à une plateforme qui va donner accès à différents, en fonction du niveau d'abonnement bien sûr, à différents produits. Nos produits. Alors, on est capable de faire du silo, c'est-à-dire de vendre produit par produit à la souscription, ou de vendre un écosystème complet. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des ruptures. On pose une problématique à tous ces géants, les Samsung, les LG, les HTC, les Google, tous ces gens-là, c'est justement la transversalité et l'aspect global du déploiement en entreprise. Si vous regardez des entreprises qui ont un gros succès, très fréquemment, ils n'ont aucun problème à tout balancer. Alors pour un SI, on n'a pas besoin de tout jeter, mais par contre, il ne faut vraiment pas avoir peur de se dire bon, et si je regardais par l'autre bout de la lorgnette, est-ce que d'ailleurs j'aurais pas intérêt à éloigner la feuille de mon nez pour voir un peu plus grand? Bien voilà, Génie Mobile. Pour passer au deuxième panel, j'accueille Jean-Louis Missika, adjoint à la mairie de Paris en charge de l'urbanisme et du développement économique, Nicolas Rousselet, président directeur général du groupe G7, et Patrick Jantet, directeur général délégué d'Aéroports de Paris. Allez-y, installez-vous là. Et on va commencer avec vous, Jean-Louis Missika. Oui. On a parlé de voitures autonomes sur le précédent panel. Oui. C'est quelque chose que vous voulez voir à Paris? Ah oui, et le plus tôt possible. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que vous l'avez entendu tout à l'heure lors de la présentation de l'analyse de la situation des automobiles dans une ville. Elles sont immobiles à 96 à 97% de leur temps. Et l'espace public est encombré par des véhicules qui ne servent à rien. Donc le jour où... moi, je vais vous faire une confidence. Je pense que le maire du Grand Paris prendra un jour la décision d'interdire les véhicules non autonomes à Paris. La question n'est pas de savoir si cela aura lieu, la question est de savoir quand est-ce que ça aura lieu. Et quand est-ce que ça aura lieu? 2040, 2050, 2060, on n'en sait rien, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est très très difficile de répondre à cette question. Et vous vous rendez bien compte que le jour où il n'y aura que des véhicules autonomes, quelqu'un, par exemple, aujourd'hui, quelqu'un qui prend une Autolib, sa véritable angoisse, c'est est-ce que je vais trouver une place pour garer ma voiture? Est-ce qu'elle ne sera pas occupée par une autre voiture, etc., etc. Bon, là, vous serez dans une situation où vous commanderez votre véhicule, il sera en bas de chez vous, il vous emmènera exactement à l'endroit où vous voulez, et après ça, il ira se garer tout seul. Donc ça résout tous les problèmes. Et d'autre part, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un travail qui a été fait par le Sensei Lab du MIT, qui a comparé la circulation automobile à Boston
dans un carrefour avec une très très grande densité de circulation entre des véhicules autonomes et des véhicules non autonomes, c'est spectaculaire. La fluidité avec les véhicules autonomes est beaucoup plus importante qu'avec des véhicules conduits par des êtres humains, qui sont des êtres sensibles, mais faillibles. Voilà, effaillibles, voilà, exactement. Donc oui, effectivement, nous, on est très... Dernier élément, la libération de l'espace public que ça va représenter. Moi, je fais déjà travailler des gens, chez moi, sur qu'est-ce qu'on va faire des parkings à l'horizon 2030. Et alors, qu'est-ce qu'on va en faire des parkings? On va justement les rendre habitables. On a un sujet logistique urbaine, logistique du dernier kilomètre. Par exemple, il est clair que les sous-sols parisiens sont une richesse considérable pour la ville, et ces sous-sols peuvent servir à autre chose qu'à garder des voitures. Nicolas Rosselet, on a beaucoup de sujets à aborder avec vous, mais une flotte de taxis autonomes aussi, ça a du sens pour G7? Oui, pourquoi pas. Bon, c'est vrai que comme client, arriver à l'Arc de Triomphe derrière avec une voiture autonome, bon, ils sont pas forcément tous prêts, mais il faut suivre les évolutions, pourquoi pas. Bien évidemment, on ne pouvait pas vous faire venir ici sans évoquer l'actualité brûlante de votre concurrent Uber, l'annonce du lancement du service Uber Pop dans plusieurs villes, notamment à Nantes, à Marseille. Il y a aussi la question de la fermeture de la file réservée aux bus et aux taxis sur la 1 pour aller en direction de Charles de Gaulle. On en parlera peut-être aussi avec Patrick Jeantet de l'ADP. Est-ce que le taxi a sa place aujourd'hui encore en ville? Ou est-ce que c'est une espèce en voie de disparition? Écoutez, nous transportons 20 millions de personnes par an. Ils sont plutôt satisfaits. Le client doit choisir. D'ailleurs, c'est le rôle de nos gouvernants que de maintenir une concurrence loyale pour que le client garde ce choix. Pourquoi pas du VTC, pourquoi pas du taxi, de l'Autolib, du Vélib. Nos concitoyens, en tout cas, on l'a bien vu, hein, Laurent, qui nous a fait un exposé brillant en début de cette rencontre, l'a dit, bon, plus on va vers l'autopartage, mieux on se porte. Plus on partage la chaussée, qui est une ressource rare, mieux on se porte. Bon, alors après, bon, moi je suis pas un spécialiste juridique qui va vous parler du Uberpop, mais faut quand même éviter que la ville devienne une jungle. Bon, et le bien vivre ensemble nécessite un certain nombre de règles que l'ensemble des acteurs responsables doivent respecter. Point. Mais j'en dirai pas plus. Après, encore une fois, c'est le client qui choisit. Hein. Il y a un arbitrage entre un secteur réglementé, un qui l'est moins. Aujourd'hui, l'ensemble des acteurs du métier s'adaptent. Taxi G7, c'est 1 million de téléchargements de son application. Même si ce n'est que 16% des commandes de taxi, parce que les clients, ils sont toujours contents d'avoir quelqu'un qui leur répond au téléphone, qui leur sourit, avec qui ils peuvent discuter quand ils ont oublié le portable dans une voiture. Donc voilà, donc encore une fois, le choix du client. Bon, décision du Uberpop, les taxis respectent la loi. Voilà. Elle est toute fraîche, elle a même encore été un peu amendée par le Conseil constitutionnel. Est-ce qu'il faut la changer déjà ? Déjà, il faudrait la faire respecter. Ce qui n'est déjà pas facile, encore une fois. Hein. Il y avait 15 000 taxis il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y en a 20 000, plus 8 000 VTC, dont 4 000 ont été créés l'année dernière, plus 2 500 Autolib. Donc on a une profusion d'offres de transport sur la région parisienne, dont on ne peut que se féliciter. Donc derrière, il faut gérer l'espace urbain, gérer l'ensemble des acteurs, vérifier que tout le monde respecte bien les règles, puisque le respect de règles donne un certain nombre de droits. La voie sur la 1... qui était pour les bus, les taxis, les cars Air France. Et qui va donc être ouverte au VTC à la rentrée. Hein. On ne sait pas. Il y a eu un référé. C'est toujours très compliqué. Pour les pouvoirs publics, pour les juges. Il y a une décision de la Cour de justice européenne qui dit clairement les VTC en Angleterre ont déjà attaqué les voies de bus. Pourquoi nous, on n'a pas les voies de bus ? Bon. La Cour de justice européenne a dit, mais effectivement, les taxis ont des obligations, l'obligation de charge, on ne peut pas sélectionner son client, une obligation tarifaire, le tarif il est fixé par l'État. Ces charges, ces contraintes permettent d'avoir quelques droits, encore une fois, pour que les clients ne mettent pas 1h30 pour rejoindre Paris, les touristes, il y a quand même une fonction. Après, d'ailleurs, la voie sur l'Ain, elle disparaît. C'est-à-dire que puisque les VTC ne sont pas identifiables, si les VTC peuvent prendre la voie sur l'Ain, il n'y a plus de voie sur l'Ain. Vous n'allez pas pouvoir verbaliser puisque vous ne faites pas la différence entre un VTC et un véhicule particulier. Elle est suspendue pour l'instant, hein, seulement. Je vous remercie de le préciser, c'est l'information la plus importante. Voilà.
Comment elle va se gagner la bataille contre les VTC justement? Est-ce qu'elle va se gagner d'un point de vue technologique, parce qu'on sait que c'est quand même la force d'Uber? Est-ce qu'elle va se gagner sur un point de vue d'image? Il faut bien le dire, les taxis ont une image un peu plus ringarde qu'Uber. Est-ce qu'elle va se gagner sur le service client? Effectivement, c'est là-dessus. Rupture technologique, nouveaux usages. La rupture technologique, Taxi G7 avait lancé son application de commande de taxi en 2008, avant qu'Uber soit créé. Bon, après, on peut faire mieux, et certains font mieux, et la concurrence a du bon, parce que le niveau général de qualité de service, il augmente. Et d'ailleurs, les attentes de nos clients augmentent, elles aussi. Donc ça, très bien. Nouveaux usages, super. La bataille, si tant est qu'il y ait de la place pour tout le monde, ce dont on n'est pas sûr, en tout cas dans la gestion de l'espace public urbain, c'est pas évident. Quand la ville de Paris, c'est 2 fois plus petit que le Grand Londres. Donc attention à l'occupation du domaine public. Bon, la bagarre, elle va se faire sur la qualité de service. Nous, on perd pas de clients. Nos clients sont contents de savoir, quand ils vont d'un point A à un point B, combien ça va leur coûter, en ayant une tarification qui est faite par l'État. Après, on n'est pas parfait. Donc il faut s'améliorer. Quand on parle de forfaitisation de l'approche, quand on parle de forfaitisation du trajet entre Orly et Paris, qui est d'ailleurs la contrepartie de la voie sur l'A1, enfin entre Roissy et Paris, la voie sur l'A1, c'est la contrepartie de l'acceptation par la profession d'un forfait, puisqu'il y a une prédictibilité du temps de parcours et donc la recette. Encore une fois, il ne faut pas que le client perde parce que le forfait serait trop haut, il ne faut pas non plus que le chauffeur perde, parce que sinon il n'ira plus à Orly ou à Roissy charger les clients. Donc il faut trouver des justes équilibres. Mais la bagarre, ça se fait sur la qualité de service. Le développement de nouvelles offres aussi, parce qu'il me semble que le Conseil constitutionnel a ouvert la possibilité pour les taxis de faire autre chose que du tarif kilométrique. Oui, non mais tout ça, c'est vrai, fait un peu sourire. C'est-à-dire que la VTC, les acteurs de la VTC veulent du tarif euro-kilométrique, qui d'ailleurs en général est même euro plus kilométrique. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tarif parisien des taxis, c'est où vous êtes au kilomètre, où vous êtes à l'heure. Un de mes concurrents très sérieux cumule les deux. Bon, les VTC veulent du euro kilométrique comme les taximètres. Et les taxis, on va mettre du forfait. Bon, bref, c'est vrai que l'autorité de la concurrence a dit vous êtes en réservation, vous faites le prix que vous souhaitez. Nos clients, pour une grande partie d'entre eux, ils préfèrent effectivement avoir le compteur qui tourne, en étant rassurés sur le compteur d'approche. Donc là, il y a un vrai sujet, et là, les pouvoirs publics vont permettre vont permettre aux taxis de s'adapter à cette nouvelle demande des clients. Les clients, ils veulent une prédictibilité du prix, une possibilité de le faire. Et effectivement, sur réservation, on peut le faire si on écoute l'autorité de la concurrence. C'est une offre que vous allez développer, notamment sur des trajets qui peuvent être assez longs, voire assez chers. Je pense notamment au fait de partir de Paris pour aller à Roissy. Alors, on a déjà fait ça depuis 2 ans, puisqu'on a transporté 300 000 personnes dans des taxis collectifs, des taxis partagés. Et là, nous, on prend le risque, c'est-à-dire qu'en fait, nos 300 000 clients qui ont emprunté nos taxis collectifs, qui s'appellent WeCab, on leur a garanti un prix. C'est-à-dire que nous, on prend le risque, on achète au compteur la prestation d'un chauffeur de taxi et on revend en fixe, en forfait, aux passagers qui choisissent le taxi collectif, ce qui leur donne 35 à 40% de moins sur une course entre Paris et Roissy. Donc on le fait. Nous, notre travail, comme l'ensemble des acteurs ici qui se succèdent, c'est de satisfaire les besoins de nos clients sans idée préconçue. On s'adapte. G7 est né, c'est vrai, en 1905. Alors effectivement, c'est peut-être avoir cette ancienneté, c'est peut-être un inconvénient, mais ça peut aussi être une preuve d'adaptation permanente. Et c'est notre travail. Et tant mieux, c'est amusant. Parce qu'à l'inverse, la technologie qui s'est banalisée, elle nous ouvre des perspectives passionnantes. ICAB, on a une marque ICAB qui est la marque internationale. On a passé des accords au Canada, on a passé des accords en Belgique, on a passé des accords en Inde. Donc on est en train de se bagarrer avec celui que vous avez cité tout à l'heure à l'échelle de la planète, mais avec des radiotaxis, avec des professionnels réglementés, dont on est bien sûr que le casier judiciaire, il est vierge, dont on est bien sûr qu'il a travaillé, il a dormi les 10 heures qui précèdent la prestation. Voilà, donc la banalisation, la baisse du coût des technologies nous a ouvert des champs pour nous développer formidables. Aujourd'hui, ICAB, qui est l'application de Taxi G7, qui est incubée par Taxi G7 à l'échelle de la planète, c'est déjà la moitié des téléchargements de ICAB. D'accord, et ça représente quelle part de l'activité de G7 ? Aujourd'hui, il y a eu 800 000 téléchargements de l'application Taxi G7 et l'application ICAB a été téléchargée 80 000 fois. Et là-dessus, dans le téléchargement, nombre de téléchargements par jour, à peu près la moitié à l'étranger. On est en train de déployer. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas 5 milliards, on n'a pas levé 5 milliards. On est en France, écosystème français, on paie les impôts en France, donc on n'a pas les mêmes marges de manœuvre. Mais néanmoins, on se débrouille, on fait ça à la française et on se développe.
Patrick Jeantet, vous êtes directeur général délégué d'Aéroports de Paris. Historiquement, vous êtes un constructeur d'aéroports. En quoi est-ce que la mobilité vous intéresse aujourd'hui ? Alors, le défi principal de l'Aéroport de Paris dans les années à venir n'est pas tant le côté aéronautique, c'est-à-dire le côté piste, le côté taxiway, le côté stockage ou parking des avions. Le problème, le défi majeur, ça va être l'accès à la plateforme aéroportuaire et les trajets, les transports à l'intérieur de la plateforme aéroportuaire, mais je dirais côté ville. Et donc, évidemment, la mobilité, là, elle a un rôle absolument fondamental. Et aujourd'hui, je dirais, ce sujet-là, il devient de plus en plus important, d'autant plus que la croissance dans le monde aéronautique est forte. La croissance mondiale de l'aéronautique, c'est en gros en trafic passager 6% par an, ce qui est prévu dans les 20 ans à venir, ce qui est le double de la croissance du PIB mondial. Et donc, vous voyez que l'enjeu, non seulement pour l'aéroport de Paris, mais je dirais pour le pays, pour la France, et pour Paris en particulier, et l'Île-de-France, est absolument vital. Et ce qui risque aujourd'hui de se passer, si on n'arrive pas à améliorer cette accessibilité aux plateformes, ce qui risque, c'est qu'on ne profite pas de toute cette croissance-là. Et alors, comment on l'améliore concrètement, cette accessibilité ? Je vais reprendre les propos de Nicolas Rousselet. C'est la diversité de l'offre. Il faut que tous les modes puissent être représentés parce que nos clients ont des habitudes différentes, ont des usages différents. Et donc, toutes les offres doivent être accessibles à nos clients en fonction de leurs préférences. Aujourd'hui, un des grands sujets, c'est l'accès ferroviaire. Qui sur la plateforme est très mauvais, il faut être honnête. Et pour une raison extrêmement simple, c'est que sur Charles de Gaulle, il est effectué par le RERB. Le RERB est un transport public de proximité, donc qui s'arrête partout. Aujourd'hui, le paradoxe du RERB, c'est qu'il est semi-direct aux heures creuses. Il est semi-direct et il est omnibus aux heures de pointe. Et c'est logique, puisqu'il doit desservir les territoires de l'Île-de-France. Et évidemment, les passagers qui se rendent du centre de Paris vers Charles de Gaulle, eux, ils veulent être le plus vite possible, le plus sûr possible sur Charles de Gaulle ou à l'inverse. Et donc, ils voudraient qu'en heure de pointe, il y ait plus de services. Et donc, on a une contradiction aujourd'hui, et il faut le régler. Et je pense que le projet Charles de Gaulle Express, sur lequel le gouvernement travaille, et dont vous êtes actionnaire, et dont on n'est pas encore actionnaire, mais nous, on va l'être. C'est le système qui est en train d'être étudié, qui va sans doute être mis en place. Et donc l'État, en effet, promeut cette façon de faire où on aurait une société commune, Aéroport de Paris, SNCF Réseau, pour développer ce lien, cette infrastructure. Et c'est absolument vital. On est le seul grand aéroport au monde à ne pas l'avoir aujourd'hui, il faut savoir. Et quand on voit le succès que ces Airport Express ont de par le monde, j'étais à Hong Kong il y a 15 jours, c'est absolument incroyable. À Londres, à Heathrow ou à Stockholm avec le Arlanda Express, c'est absolument nécessaire de le mettre en place pour développer le tourisme, et pas que le tourisme. Ça fait pas un des maillons importants dans la chaîne du tourisme, qui est quand même une des grandes richesses de la nation. Une fois que les voyageurs sont arrivés à l'aéroport, le calvaire, si je puis dire, n'est pas fini. On passe en moyenne 3 heures à Charles de Gaulle, c'est ça, avant de prendre son avion ? Alors, en moyenne, dans un aéroport, il n'y a pas que Charles de Gaulle. Dans tous les aéroports du monde de la taille de Charles de Gaulle, en effet, le temps moyen passé est 3 heures. Dans le futur, justement, un des grands enjeux du futur, et le numérique va nous y aider, en fait, quand vous arrivez dans le terminal, c'est une succession de files d'attente. Aujourd'hui, à l'enregistrement, alors de moins en moins, puisqu'on dématérialise de plus en plus les cartes d'embarquement, mais après, à l'enregistrement de vos bagages, puis après, au point d'inspection filtrage, puis à la police des frontières, puis encore à l'embarquement. Donc la succession de toutes ces files d'attente est un des vrais sujets d'un opérateur aéroportuaire, et pas que de l'opérateur aéroportuaire, parce qu'une partie de ces files d'attente n'est pas gérée par nous. L'enregistrement, par exemple, c'est les compagnies aériennes et leurs agents, la police des frontières pour le passage, le contrôle des passeports, etc. Donc, le rôle de l'aéroport de Paris, il est double. Un, c'est réfléchir sur quelles technologies vont nous permettre de diminuer, voire supprimer des files d'attente, ou en tout cas en diminuer le nombre. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de tester, alors c'est évidemment pour le futur, on est en train de tester un système dans lequel vous passeriez votre passeport au point d'inspection filtrage et vous le remonteriez à l'embarquement. Donc ça pourrait potentiellement supprimer l'aubette de la police des frontières.
Bon, alors ça nécessitera des évolutions réglementaires, bien évidemment, mais déjà, il faut tester technologiquement si ça peut se fonctionner. Donc voilà, où le numérique a un rôle important, c'est diminuer donc, toutes ces files d'attente. Diminuer toutes ces files d'attente, mais faire aussi en sorte que le temps qui soit passé dans l'aéroport soit plus vraiment subi, mais puisse être utilisé pour faire autre chose. Alors ça, on parlait tout à l'heure de mobilité, comment est-ce qu'on peut la faciliter dans... Alors ça, c'est la deuxième facette, c'est transformer les aéroports en un lieu, je dirais, où le temps subi devient un temps utile. Un thème assez classique dans les transports publics en général d'ailleurs. Et donc c'est dans les aéroports donner de toutes les facilités pour justement... alors évidemment aujourd'hui vous avez beaucoup de commerce, donc faire du commerce, mais aussi peut-être des cinémas, peut-être toutes sortes d'activités que nos différents clients, qui sont tous différents, ont envie de réaliser. Et donc diminuer d'ailleurs les files d'attente permet à la fois de diminuer le temps passé à l'aéroport, mais permet aussi de passer plus de temps utile. Et un peu moins de stress. Et de diminuer beaucoup le stress, oui, puisque c'est le sujet numéro 1 dans un aéroport. C'est évidemment, comme vous savez que vous avez 4 files d'attente à faire, c'est comment. Donc vous êtes stressé. Donc c'est prendre en compte cela, sans parler du stress du fait de prendre l'avion, qui est très largement aujourd'hui sous-estimé, et où les médecins d'aéroport de Paris me consultent régulièrement, parce qu'évidemment, c'est un stress supplémentaire. En préparant cette table ronde, vous m'aviez parlé de projets aussi d'enregistrement de bagages déportés. Prévu plutôt dans les centres-villes. Oui, dans le cadre en particulier du CDG Express, on réfléchit donc au sujet de l'enregistrement du bagage. Si vous allez dans Hong Kong aujourd'hui, à Hong Kong, vous avez dans la gare centrale de Airport Express, donc du train express qui vous amène en 25 minutes à l'aéroport, vous avez la possibilité d'enregistrer vos bagages jusqu'à 24 heures à l'avance. Ce qui est très utile, et jusqu'à entre 24 heures et 1h30, si vous voulez, ou 2 heures. Et donc ça, c'est plébiscité à Hong Kong. Donc la question, c'est évidemment, on peut le faire puisque ça partira de la gare de l'Est, sauf que la gare de l'Est aujourd'hui est une gare qui n'a pas été conçue pour ça, donc ça va poser des problèmes d'infrastructure assez compliqués. C'est pas infaisable, c'est une option qu'on regarde. Mais si on réfléchit plus avant, un autre thème serait l'enregistrement chez vous du bagage. Aujourd'hui, vous pouvez émettre votre carte d'embarquement avec votre imprimante chez vous. Pourquoi ne pas avoir un service à terme qui puisse récupérer votre bagage de chez vous jusqu'à 24 heures à l'avance, et puis ne plus avoir à s'occuper du bagage. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on réfléchit, que les compagnies aériennes aussi réfléchissent dessus, en particulier Air France. Et toujours, ça va dans le même sens, c'est évidemment faciliter, fluidifier et baisser le niveau d'angoisse du passager qui part voyager. Jean-Louis Missika, toutes ces innovations contribuent à l'attractivité économique aussi de la capitale ? Bien sûr, il est clair qu'on a parlé de la concurrence dans les voitures avec chauffeur. C'était un des sujets compliqués de la ville. Il ne faut pas se le cacher. Et aujourd'hui, il y a quand même une amélioration. De facto, quand on additionne tous les outils qui sont mis à la disposition des touristes comme des Parisiens, la possibilité de se déplacer dans la ville c'est très nettement amélioré. Bien évidemment, Roissy et Orly, dans une moindre mesure, sont la porte d'entrée mondiale de la ville-monde qu'est Paris. Et donc pour nous, avoir une porte d'entrée qui soit conviviale, attractive, déstressée, rapide d'accès, tout cela est fondamental dans l'image de Paris et dans son attractivité économique. Donc bien évidemment, Charles de Gaulle Express est quelque chose de très, très important pour Paris, et on espère que ce sera prêt si jamais nous gagnons les JO, par exemple, ou l'exposition universelle. Tout cela fait partie de l'amélioration et de l'image et de l'attractivité réelle de la ville. Alors, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a présenté il y a quelques jours son projet de Smart City qui est ou qui va être mis, je crois, en concertation dans le courant du mois, c'est ça ? Absolument. On va mettre en ligne dans le courant du mois de juin un document qui sera proposé à l'ensemble des parties prenantes, et notamment aux entreprises qui sont concernées au premier chef, à la fois parce qu'elles sont concernées par la Smart City, mais aussi parce qu'elles ont des contrats peut-être à pouvoir signer autour de la Smart City, et nous attendrons avec beaucoup d'impatience les commentaires, les analyses, les améliorations qui seront proposées par les parties prenantes, par les entreprises, et nous réunissons un comité des partenaires avant la fin du mois de juin, qui représentera le lancement officiel de cette procédure Smart City, qui est un élément essentiel, structurant
du programme d'Anne Hidalgo pour la mandature. Et alors, en quoi les transports, la mobilité des Parisiens va être impactée par cette Smart City? Je vais vous donner un exemple parce qu'on a déjà commencé. Ce que nous faisons sur la logistique urbaine est extrêmement intéressant. Nous avons une charte de la logistique urbaine. Il y a aujourd'hui 80 signataires de cette charte, donc, dont la plupart sont des entreprises concernées par la logistique urbaine. Il y a un document qui est la charte, et puis il y a des actions concrètes. Et donc nous nous réunissons régulièrement. Nous avons des groupes de travail avec les parties prenantes. Nous travaillons aujourd'hui, par exemple, sur une évolution du plan local d'urbanisme qui va créer une nouvelle catégorie d'intérêt général qu'on va appeler élus, espace logistique urbain, de façon à gérer tout le sujet de cette logistique urbaine de proximité qui doit être une logistique propre avec des moyens de transport électriques ou à énergie humaine, que ce soit le triporteur ou la marche à pied. Cette logistique du dernier kilomètre, c'est fondamental pour l'avenir d'une ville comme Paris, tout simplement parce que le e-commerce, c'est la livraison à domicile. Et la livraison à domicile, ce n'est pas des centaines de camionnettes qui circulent dans la ville, c'est des milliers et des milliers de camionnettes. Et donc, à un moment donné, il va falloir avoir une gestion de la logistique urbaine qui corresponde à ces nouveaux modes de vie qui sont fondés sur la commande Internet et sur la livraison à domicile. Et donc, en matière de transport des personnes, nous voulons faire la même chose. C'est-à-dire que nous voulons avoir un groupe de travail qui va réunir toutes les parties prenantes, et Dieu sait s'il y en a, et qui va travailler notamment sur la data, notamment sur la donnée, parce que, si vous voulez, la donnée, pour les déplacements et l'intermodalité, c'est vraiment l'arme fatale. Si vous avez des outils sur les smartphones qui permettent aux gens de définir la meilleure façon d'aller d'un point à un autre à tel moment de la journée et en tenant compte de leurs propres besoins, ça va améliorer la fluidité dans la ville autant que l'augmentation des services de transport en commun. Et donc moi je pense qu'il est vraiment indispensable que tout le monde se mette autour de la table à un moment donné pour pouvoir justement mettre en commun les données et travailler sur ces applications multimodales. Quand on voit que de grandes villes américaines comme New York, comme San Francisco, comme Chicago ont nommé un Chief Data Officer, quand on voit que même le gouvernement français s'est doté d'un administrateur général des données, est-ce que Paris a besoin aussi d'un Chief Data Officer? Est-ce que c'est un projet qui est dans les... Tout à fait, Paris va nommer un Chief Data Officer avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Voilà, et nous sommes en période de recrutement et d'identification parce qu'il est possible que nous puissions le trouver parmi les informaticiens qui travaillent à l'île de Paris. On a un service informatique assez développé avec des gens d'extrêmement bonne qualité. Nous avons un accord avec Etalab pour travailler ensemble. Il faut savoir que nous travaillons déjà en data analyse, notamment pour identifier ce qu'on appelle les immeubles passoires, c'est-à-dire les immeubles qui consomment le plus d'énergie. Donc on fait de l'analyse de données extrêmement approfondie en matière de consommation de chauffage et d'énergie pour identifier ces immeubles. Mais par exemple sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire la circulation, il y a au moins deux applications qui me paraissent essentielles. La première, c'est en matière d'accidentologie. Si nous croisons intelligemment les données de la ville, les données de la préfecture de police, peut-être les données de la PHP, nous devrions être capables d'identifier les sites qui sont les plus dangereux pour les piétons, pour les cyclistes, pour les motocyclistes, et à quel moment de la journée ils sont les plus dangereux et quel type d'intervention il faudrait faire dans l'espace public pour les rendre moins dangereux. Et l'autre application, bien évidemment, c'est sur la circulation automobile elle-même. Nous avons un logiciel qui s'appelle Surf et qui permet de gérer la signalisation des feux de circulation. Si jamais on était capable d'injecter dans le modèle des données de pollution, des données de trafic, des données de prévision de trafic, on a parlé lors de la table ronde précédente, eh bien peut-être que nous serions capables de mieux gérer le trafic automobile en temps réel avec ce type de logiciel. Donc si vous voulez, l'analyse de données pour nous c'est effectivement quelque chose d'extrêmement important en général et plus particulièrement sur la question des déplacements. Il y a la question du big data, il y a la question de l'open data aussi.
Il y a l'open data à la ville de Paris, il y a l'open data aussi pour les taxis. C'était une disposition de la loi Thévenoud. Je peux dire un dernier mot là-dessus. Moi, le rapport Jutan a proposé ce concept de données d'intérêt général. Je souhaite vivement que le législateur reprenne cette notion de données d'intérêt général. Je pense vraiment que l'open data, notamment sur les questions de déplacement, c'est indispensable pour la qualité de vie de l'ensemble des franciliens et de l'ensemble des gens qui utilisent la ville. L'open data pour les taxis, qui était une disposition de la loi Thévenoud. Pourquoi pour les taxis? Moi, ça m'intéresse de savoir où sont les véhicules Uber. Pourquoi les VTC, un peu d'open data pour les VTC, ce serait pas mal. Encore une fois, la concurrence, elle est féroce. Elle est très très rude, avec des transferts d'ailleurs d'équipiers, sur lesquels je vais pas m'apesantir. Donc la concurrence, elle est frontale. Bon, donc open data pour les taxis sur la base du volontariat, pourquoi pas. Ça serait bien que ça soit aussi ouvert au VTC. Quand même, c'est là où on voit que tout ça est extrêmement fin, compliqué. Bon, le respect de la vie privée, c'est déterminant. Un de nos concurrents VTC, à partir du 15 juillet, sortira sa nouvelle application. Vous ne pouvez pas enlever l'activation de la localisation. C'est pas permis. Même si vous voulez plus être, à partir du moment où vous avez l'application dans votre smartphone, vous êtes tout le temps géolocalisé. Bon, donc là encore, je pense que la démarche de la mairie est extrêmement efficace, c'est-à-dire faire des groupes de travail, travailler avec ceux qui ont des données. On a 20 millions de positions, 8000 positions GPS toutes les 20 secondes. On a des données de trafic qu'on connaît très bien, qu'on transmet aux autorités publiques depuis très longtemps. Donc là encore, on doit trouver ce qui permet d'améliorer le bien vivre dans la cité, en respectant les investissements que les uns et les autres on a fait. Ces données, les fameuses données, on investit 10 millions par an pour collecter les données des taxis, pour les gérer par géolocalisation, par satellite. On fait ça depuis 20 ans. Donc il y a aussi des investissements qui sont faits parce qu'on sait qu'ils ne vont pas être tout de suite donnés à nos concurrents. Bon. Ou alors qu'on aura ceux de nos concurrents aussi. Si on arrive à les y obliger. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Ils sont où? La société sociale est où? Delaware, Luxembourg. Bon, bref. Donc le big data, c'est intelligent, il faut le faire, il faut travailler avec les pouvoirs publics pour ça. L'open data aussi, avec ses considérations sur les données privées. Nos clients n'ont pas envie d'être tracés. Pas tous en tout cas. Patrick Jeantet, vous aussi, l'open data, vous en faites? Oui, l'open data, moi j'y suis extrêmement favorable chez Aéroport de Paris aussi. On a organisé d'ailleurs notre premier hackathon ce week-end. Un grand succès, ça a été dans le top 5 des hackathons français de l'année. Et on va continuer parce que finalement, ouvrir ces datas, c'est ouvrir pour nous la possibilité d'avoir des applications beaucoup plus efficaces, développées par la multitude et donc de manière collaborative. Donc c'est un effet très intéressant pour améliorer encore la fluidité du parcours passager. Mais c'est aussi pour nous, société historique, un moyen très intéressant de changer notre culture en s'ouvrant plus vers le monde et vers le futur. Ça a un double effet. Amener un peu de sang frais parce que je crois que la mairie de Paris organise aussi des concours de start-up. Vous avez aussi participé à des hackathons autour des données de taxi avec Etalab. Absolument. Le constat que vous faites tous les trois, c'est que on a beau être installé, on a beau connaître son métier, on n'a pas forcément toujours les yeux en face des trous et on ne voit pas toujours forcément les pistes d'amélioration. La remise en cause, elle est permanente. Là, vous prenez les 500 premières entreprises américaines il y a 40 ans, il n'en reste plus que 30. Donc, si vous ne remettez pas en cause en permanence, l'ensemble d'entre nous, les pouvoirs publics pour gérer des données qui changent en permanence, les grands acteurs de la mobilité comme ADP ou les sociétés comme les nôtres, on disparaît. On disparaît. Donc c'est toujours le niveau de qualité de service, il doit être au top. Et effectivement, la remise en cause, elle est quotidienne. Et d'ailleurs, c'est amusant, c'est ce qui nous intéresse dans les fonctions qu'on occupe. Jean-Louis Misca. Oui, d'abord parce que vous êtes toujours plus intelligent à plusieurs que tout seul et que donc quand vous faites un hackathon et que vous avez des gens qui viennent d'horizons complètement différents et qui regardent les données avec un regard neuf, eh bien ils trouvent des choses que vous ne voyez pas. Et ça, moi, ça m'a toujours frappé quand nous avons organisé des concours comme cela. C'est l'ouverture, c'est le principe de l'ouverture et de l'intelligence collective. Et puis l'autre remarque que je voudrais faire, parce que bon, je suis membre du conseil de surveillance du STIF, j'ai présenté une proposition d'ouverture des données à l'ensemble des opérateurs de transport en commun dans le cadre de ce conseil de surveillance. Et on va avoir un premier
premier rapport qui va être rendu au mois de juillet, là, au prochain conseil d'administration sur l'open data pour l'ensemble des opérateurs. Ce que je dis toujours aux opérateurs, parce que je sens une réticence que d'ailleurs M. Rousselet a bien formulée également quand on parle d'open data, c'est quand même j'investis beaucoup et je vais donner des informations à la concurrence. Et je comprends cet argument, hein. Moi je suis un ancien chef d'entreprise, donc c'est pas du tout... je comprends très très bien l'argument. Je dis simplement ceci. Objectivement, on l'a vu avec JC Decaux sur Vélib, on le voit aujourd'hui sur Autolib. Objectivement, c'est l'opérateur qui gère le service qui gagne le plus, qui à avoir une meilleure information sur l'ensemble du système. La RATP, la SNCF sont en train de prendre conscience de cela, et c'est une excellente nouvelle pour les usagers. Croire que c'est Google qui va ramasser la mise ou que c'est Uber qui va ramasser la mise me paraît être une vision erronée. Si jamais vous avez un outil bien foutu qui combine vos propres données avec les données des autres et qui vous permettent de mieux connaître les comportements de votre client, vous allez améliorer la performance de votre service et c'est vous qui allez en bénéficier le plus. Et donc, pour moi, l'open data, ça ne consiste pas à jeter des données gratuitement dans la nature, ça consiste pour les opérateurs à améliorer leur qualité de service. On sait quand même qu'il est difficile de concurrencer des entreprises qui embauchent des milliers d'ingénieurs, qui ont une capacité d'analyse, de calcul des données qui est quand même énorme. C'est difficile de lutter contre eux. Oui et non, moi c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est plutôt sur la question de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, quand vous regardez un service de transport, la question c'est où est-ce que vous allez créer de la valeur. Et aujourd'hui, vous prenez un opérateur qui va se spécialiser dans la big data, où est-ce qu'il va récupérer de la valeur. Si jamais vous n'ouvrez pas et que vous ne faites pas du big data, alors oui, à un moment donné, il va pouvoir vous prendre de la valeur parce qu'il va s'insérer dans un endroit de la chaîne de valeur qui va lui permettre d'apporter une amélioration. Qu'est-ce que c'est que Uber ? Uber, c'est juste un algorithme. Fondamentalement, c'est un algorithme et c'est un outil qui permet de mieux gérer une flotte de véhicules. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, certes, il y a des différences réglementaires et des sujets de distorsion de concurrence entre Uber et G7, mais frontalement, la concurrence, elle porte sur la gestion de la flotte. Et il est clair que plus vous allez améliorer la qualité de vos données pour gérer votre flotte, et mieux votre performance, et plus votre performance sera importante. Et c'est pareil pour le transport en commun. Aujourd'hui, nous avons un sujet avec le STIF et avec la RATP de réaménagement des circulations des bus à Paris et dans le Grand Paris. Quel est le meilleur parcours pour un bus ? C'est la data qui va vous dire ça. Il n'y a pas d'autre solution que d'aller chercher dans le big data les informations qui vont vous permettre d'améliorer vos parcours. Aujourd'hui, il y a des stations de taxi. Est-ce qu'elles sont bien situées sur le territoire parisien et sur le territoire grand parisien ? Je n'en sais rien. Et c'est la data qui répondra à cette question. Vous voyez ? Donc c'est vraiment ça le sujet. Donc il faudra aussi un Chief Data Officer au sein du STIF. Oui, ce serait une excellente idée. Et je vais leur proposer la prochaine fois. Parfait. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les trois d'avoir répondu à mes questions. Je vous laisse pour la pause déjeuner et on vous donne rendez-vous à tout à l'heure à 14h. Merci beaucoup. Merci.